à l'époque, j'avais fait des recherches bibliographiques et j'étais tombé sur des articles anglo-saxons qui expliquaient qu'en fait, le petit déjeuner était loin d'être le repas pseudo-important dont on parlait. Et j'avais continué à écouter ces auteurs. Après, je vais revenir sur le petit déjeuner. Et ils expliquaient avoir fait des tests en essayant de mettre les gens à un jeûne, ce qu'on appelle un jeûne intermittent, c'est que c'est un jeûne qui ne dure pas très longtemps dans le temps. Et ils avaient testé 3 niveaux, ils avaient testé 16 heures, 20 heures et 24 heures. Et ils s'étaient rendu compte que quand on faisait, alors on dit un jeûne intermittent, moi je préférerais utiliser le mot abstinence alimentaire. Quand on faisait une abstinence alimentaire, on avait une capacité à mobiliser les graisses, les triglycérides, donc les graisses, qui était plus puissante que celle de 20 heures ou de 24 heures. On pense que c'est parce qu'au bout de 16 heures, le corps humain, il va mobiliser beaucoup plus rapidement les triglycérides que, une fois qu'il a consommé le sucre qui était dans le sang, que utiliser justement les réserves musculaires ou les réserves hépatiques, qui sont relativement faibles d'ailleurs. Et donc, ce qui était choquant, c'était qu'on avait plus de résultats à mobiliser les triglycérides sur un jeûne de 16 heures que sur un jeûne de 20 heures ou de 24 heures. Au début, j'ai pensé, alors, on va expliquer ce que c'est que le jeûne intermittent. Ça consiste à ne pouvoir manger que pendant 8 heures et à s'obliger à avoir une abstinence alimentaire pendant 16 heures. Exemple type, quand j'ai fini de dîner à 8 heures du soir, si je prends le petit déjeuner à 8 heures du matin et que je n'ai rien mangé, et que je n'ai pas bu de boissons qui contiennent des calories, j'ai fait en fait une abstinence alimentaire de 12 heures. En réalité, c'est ça. Eh bien, eux, ils disaient que c'était sur une abstinence alimentaire de 16 heures qu'on avait une capacité à mobiliser les triglycérides de façon plus importante. Au début, je me suis dit, au fond, c'est des petits malins. En fait, ceux qui utilisaient ça dans les régimes, je me suis dit, c'est des petits malins, parce que s'ils disent abstinence alimentaire sur 16 heures, effectivement, si je saute tous les repas du soir, je diminue forcément ma consommation d'énergie. Donc, si je diminue ma consommation d'énergie, je tombe dans une espèce de régime restrictif que j'ai habillé d'une façon différente des régimes traditionnels. Mais en fait, non. Il suffisait de faire, quand on est au régime, notamment pour les gens qui veulent maigrir, il suffit de garder le même niveau énergétique, mais au lieu de le répartir sur une journée alimentaire, elle fait 12 heures, au lieu de la répartir sur 12 heures, on la répartit que sur 8 heures, et bien c'est vrai qu'on obtient de meilleurs scores sur l'amaigrissement. Donc ça concernait essentiellement les gens qui voulaient se mettre au régime et donc qui, en faisant une abstinence alimentaire, se permettaient d'avoir une meilleure qualité d'amaigrissement ou reprendre un amaigrissement quand il y a des stagnations. Mais ça a été déformé parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est assez malin aussi, mais ça me fait rigoler, qui ont pensé que c'était le simple fait d'avoir une abstinence alimentaire de 16 heures qui suffisait à provoquer un résultat. En fait, non. Je veux dire, si je mange pendant les 8 heures 3 fois ce que je devais manger, ben, c'est grillé. Hein, ça, c'est la base de la physiologie alimentaire. Donc, ça a été déformé. Et alors après, ben, bien sûr, comme dans tous ces systèmes, et notamment en termes de régime, si tu veux, il y a des tas de gens qui se la jouent en disant moi, alors il y en a un qui me fait rigoler qui s'appelle jeûne intermittent officiel. Bon, visiblement, il a des notions assez modestes sur le sujet, mais ça veut dire que le marketing s'empare toujours des sujets qui concernent l'amaigrissement. Pourquoi? Ben parce qu'il y a un business model derrière, et voilà, c'est comme ça. Mais le jeûne alimentaire, c'est ça. Alors, la confusion, c'est qu'en fait, j'ai beaucoup de questions là-dessus. Il y a des gens qui me disent est-ce que je peux boire, je ne sais pas moi, un jus d'orange? Ben non, c'est une abstinence alimentaire totale. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'hydrate pas. On peut continuer à s'hydrater, café, thé, de l'eau, des infusions, même des eaux aromatisées sans sucre. Mais on n'a pas le droit de toucher au moindre aliment qui apportera la moindre calorie. Donc même le café soluble, ça ne marche pas. Il faut que ça soit du café infusé ou du Nescafé ou des Nespresso, mais ça ne peut pas être du café soluble parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que par exemple, les gens qui utilisent le Nescafé lyophilisé, en fait, comme il a été lyophilisé, desséché, on a quand même les succédanés des grains de café à l'intérieur qui sont un peu comme des légumineuses, qui apportent quelques calories, donc ce n'est pas grand-chose. Hein. Mais non, il ne faut pas du tout. Voilà. Donc c'est ça le jeûne intermittent. Et à qui ça s'adresse? Est-ce que tout le monde peut le faire? Est-ce que c'est déconseillé pour certaines personnes? Est-ce que aussi les grands sportifs, ceux qui font vraiment beaucoup de sport, ce serait déconseillé de faire un jeûne aussi long ou
à qui ça s'adresse? Ce n'est pas un jeûne très long. Quand tu fais le bilan, pour avoir 16 heures, si tu veux, ça veut dire qu'il faut que tu arrêtes de t'alimenter, par exemple, à 16 heures, à 4 heures de l'après-midi, et tu ne peux reprendre que le lendemain au petit déjeuner, à condition qu'il y ait 16 heures entre 4 heures de l'après-midi et le repas d'après, ce qui donc signifie que tu pourras prendre ton petit déjeuner à 8 heures du matin, mais en tout cas pas à 7 heures et pas à 6 heures, hein, ça c'est certain. Mhm. Ou alors, tu fais un autre jeûne, c'est-à-dire que tu arrêtes ton repas du soir mettons à 9 heures du soir, bah, tu ne peux pas remanger avant 13 heures le lendemain midi. Voilà, donc ce n'est pas très compliqué à faire. Donc le grand sportif, il pourrait le faire, mais je ne vois pas très bien quel bénéfice il en tirerait, Ouais, sauf s'il a certains qui veulent faire de la musculation, qui veulent sécher, mais sous réserve que le reste des 8 heures de toute façon soit conforme à leur programme alimentaire. Oui, les gens chez qui on conseille de ne pas le faire, c'est le diabétique, forcément, il risquera d'avoir une hypoglycémie, la femme enceinte, les gens qui prennent des médicaments, toutes sortes de médicaments, d'une façon générale, quand c'est pris de façon régulière, mhm. les personnes qui sont malades, ou qui ont bon, c'est pas tous les jours, mais des insuffisances rénales, des insuffisances hépatiques et ça, c'est des contre-indications assez de sens commun. C'est pas des trucs, enfin, c'est pas des grosses contre-indications spécifiques. C'est des contre-indications où toute forme de jeûne ou de régime, d'ailleurs, est assez contre-indiquée. Ouais. Et est-ce qu'il y a plusieurs façons, parce que là on parle du jeûne intermittent de 16 heures, mais est-ce qu'il y a d'autres façons de faire du jeûne intermittent? Non, après, on tombe. C'est pour ça que j'aime bien utiliser le terme abstinence alimentaire. Parce qu'en fait, le jeûne, je ne sais pas si tu as vu, j'aurais pu te l'envoyer, le dernier bouquin, non? Ouais, j'ai vu que vous l'avez Et publié. j'ai expliqué qu'il y avait une réflexion à mener sur le jeûne d'une façon générale. Ça veut dire, ce qui a alerté tout le monde, c'est qu'ils ont testé, on a testé sur des souris, on les a mises au jeûne, des souris qui avaient un cancer, ou à qui on a donné le cancer, c'est comme ça malheureusement l'expérimentation animale. Et on a fait jeûner ces souris pendant 48 heures avant de leur administrer une chimiothérapie. Et on s'est rendu compte que la chimiothérapie donnait de bien meilleurs résultats. D'où l'idée d'extrapoler ça à l'homme et de se dire, ben, si on était capable, peut-être que ça pourrait marcher, de faire un jeûne de 48 heures avant de délivrer une chimiothérapie, ça pourrait peut-être rendre la chimiothérapie beaucoup plus efficace. Ce n'est pas idiot, c'est une stratégie qui n'est pas idiote du tout. Euh, on ne l'a pas vraiment essayé parce que tout le monde a peur un peu d'essayer ce genre de truc. L'arbitrage, il se fait en se disant que la cellule cancéreuse, c'est une cellule qui est plus fragile que les cellules saines. Donc, a priori, on se dit peut-être que ça aiderait la chimiothérapie à les détruire mieux. Voilà. Mhm. Peut-être que ça serait aussi par le fait qu'il n'y a plus de disponibilité du glucose à ce moment-là, du sucre, et peut-être que la cellule est plus réceptive à la chimiothérapie. Donc, ça peut être intéressant. Mais ce sont quand même des jeûnes courts. Des jeûnes de 48 heures, c'est un jeûne court. Les jeûnes longs, jusqu'à 7 jours, on peut dire qu'il n'y a pas de retentissement très fort sur l'organisme en dehors des désagréments d'un jeûne, c'est-à-dire la mauvaise odeur, des urines très foncées, la fatigue, un coup de déprime, etc. Jusqu'à 7 jours, c'est que ça, sur le plan métabolique. À partir du 7e jour, quand on fait ce qu'on appelle des bilans azotés, c'est-à-dire qu'on regarde euh, l'excrétion d'azote dans les urines, qui est le reflet de la perte en protéines, eh ben, Mhm. on se rend compte qu'on a un bilan azoté négatif. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'absorption de protéines et il y a beaucoup d'azote dans les urines. Donc, ça signifie qu'on a dégradé les propres protéines de notre corps. Ouais. Donc, c'est quoi les protéines de notre corps? C'est les muscles, mais c'est aussi les organes profonds. Le rein qui contient les protéines, le cœur, le foie, etc. Et au bout de 7 jours, on a un bilan azoté négatif. Et donc, comme le bilan azoté est négatif, ça veut dire qu'on est en train de s'auto-cannibaliser pour alimenter notre corps. Donc, les jeunes de plus de 7 jours n'ont pas, sans surveillance médicale et sans apport en protéines, en perfusion ou par la bouche, ça n'a vraiment pas d'intérêt. C'est probablement même dangereux. Par contre, jusqu'à 7 jours, en dehors du fait qu'on est crevé, qu'on n'a pas le moral, qu'on pue de la gueule et qu'on a des urines très foncées, bon, si ça vous fait plaisir, quoi, voilà. Alors, mais en général, le jeûne, c'est quelque chose d'assez spirituel. C'est-à-dire, c'est faire le vide. C'est une notion transcendantale. Ça veut dire, je ne reçois plus rien de l'extérieur et donc je peux me rapprocher de moi-même et pour les plus croyants, je peux me rapprocher de Dieu. C'est une forme de retraite intérieure qui est accompagnée par l'absence de nourriture. Donc, ça a quand même une vocation très spirituelle, le jeûne, l'abstinence. C'est un rappel de beaucoup d'autres choses. Je ne vais pas rentrer dans la philosophie. Mais le jeûne, il fait partie de toutes les religions. C'est voilà, dans la religion musulmane, le Ramadan est un jeûne intermittent.
qui est Mhm. rythmé par le coucher du soleil et le lever du soleil. Donc, c'est une forme de jeûne intermittent, puisque selon les périodes, ça peut être un jeûne intermittent de 7 heures du soir à 8 heures le lendemain matin ou de 11 heures du soir à 6 heures le lendemain matin. Donc, il y a des ramadans qui sont plus faciles que d'autres. Et Ouais. puis, en même temps, le jeûne dans la religion juive, tout le monde connaît le Kippour, le jour de Kippour, mais en fait, le jour de Kippour, c'est un des jeûnes qui sont proposés dans la religion juive. Il y en a d'autres, le jeûne d'Esther, etc. On sait que dans les religions chrétiennes, à un moment donné, on peut mettre les gens au jeûne simplement pour se rapprocher de Dieu. Le carême, c'est autre chose, mais il y a des jeûnes dans la religion chrétienne. Mais il y a aussi des jeûnes chez les bouddhistes, chez les hindouistes. Donc, il y a quand même une vocation très spirituelle dans la notion de jeûne. Et en même temps, la relation métabolique, elle est que très récente sur ce jeûne de 16 heures. Mais très peu de gens ont proposé le jeûne en médecine. On l'a fait, nous, dans les années 1980. On faisait ça, on appelait ça des jeûnes protéiques. Donc, pour compenser ce que je te disais tout à l'heure, on rajoutait les protéines en sachet dès le premier jour et on obtenait des bilans azotés à peu près corrects au bout de 7 jours, mais c'était assez moyen. Mais on n'avait pas de profit personnel. On n'avait pas de profit, en tout cas. Donc, on a Mhm. arrêté. Et est-ce que vous auriez des conseils pour justement bien commencer le jeûne intermittent? Parce que c'est pas tout le monde qui arriverait à s'abstenir au final 16 heures sur une longue période. Il faut s'équiper. Ça veut dire, en fait, on n'a pas interdit de boire. Donc, il faut boire beaucoup et on peut rajouter dans l'eau, enfin, on peut utiliser notamment l'eau de cuisson des légumes. Ça veut dire, l'eau de cuisson des légumes, c'est quand même un concentré de nutriments, à la fois des vitamines et des minéraux. Donc, il ne faut pas hésiter à faire ça. C'est-à-dire qu'on peut remplacer la nourriture par de la boisson. Un Mhm. jeûne intermittent de 16 heures, c'est franchement, c'est pas très difficile à faire. C'est plus un effort de volonté sur soi-même Mhm. qu'un un effort physique. Je sais qu'on a des habitudes, mais il y a plein de gens aujourd'hui. Il y a vraiment de plus en plus de gens d'ailleurs qui prennent l'habitude de sauter un repas. Le plus fréquent, c'est le petit déjeuner, mais il y a beaucoup de gens maintenant qui sautent le repas du midi ou qui sautent le petit déjeuner. Mais les gens qui sautent le petit déjeuner sont quasiment proches d'un jeûne intermittent, dans la mesure Ouais. où ils vont manger le soir et puis ensuite ils ne prennent pas de petit déjeuner. Donc ça peut être des jeûnes de 14 heures. Euh, 14, 13 heures, et pour certains même de 17, 18 heures. Il y a des gens qui mangent à 13 heures, qui ont arrêté de manger à 8 heures du matin. Donc, il n'y a pas de conseil spécifique à part s'équiper pour être hydraté. Ça veut dire avoir des boissons, de l'eau de cuisson de légumes, et vraiment, si ceux qui ne supportent pas, de couper, de mettre de la menthe ou des quartiers de citron dans de l'eau pour donner un peu de goût à l'eau. Mhm. Et est-ce qu'il y aurait des aliments à privilégier, genre pour allez, quand on se nourrit après, quoi, une fois qu'on a fini le jeûne sur le restant de la journée? Ah oui, une fois qu'on a fini le jeûne, il faut reprendre une alimentation normale. Bon, moi, je suis nutritionniste. Ça veut dire que je privilégie quand même une nourriture très saine. Ça veut dire faire des mélanges. Alors, aujourd'hui, on a deux choses, deux critères vraiment qui fonctionnent vraiment bien. C'est un, il faut végétaliser plus la nourriture. Ça, c'est clair. On a vécu une société où on a mangé des protéines, en veux-tu, en voilà. Mhm. Et en fait, on s'est rendu compte que ça dégradait un peu les conditions physiques d'un individu. Et même des sportifs, justement. Les gens ont toujours cru raisonner ce vieil idiome comme quoi manger de protéines, ça rendait fort, etc. C'est faux. Passer une certaine dose de protéines, ça ne sert à rien. Les protéines se retransformeront en sucre. Les ignorants ne le savent pas, mais passer une certaine dose de protéines, on ne peut plus anaboliser les protéines. Donc au-dessus de le maximum, c'est pour les types qui font de la musculation, c'est 2,2 grammes par kilo de poids et par jour. Mais normalement, un individu normal, c'est 1,2 g et un sportif, ça va être 1,4 g, 1,5 g par kilo et par jour. Au-delà de ce stade, ça n'a aucun intérêt de consommer de la viande, des œufs, du poulet, du poisson. Ça n'a aucun intérêt. Et surtout que ces protéines sont en général accompagnées de graisse. Donc, quand une viande, même la viande la plus maigre du monde, elle est quand même riche en acides gras saturés. Donc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, il faut, un, végétaliser plus et deux, pousser un peu plus à la consommation de légumineuses. Mhm. C'est-à-dire tout ce qui est ferme, tout ce qui est putrescible dans l'intestin. Donc, les fèves, les haricots, les petits pois, les lentilles. Pourquoi? Parce qu'en fait, le microbiote, c'est devenu un élément déterminant de la santé aujourd'hui et on ne peut pas manger que des végétaux. Donc, les gens ont envie de manger aussi des produits rassasiants comme les légumineuses et c'est un produit intéressant. Et donc, c'est les deux axes
sur lesquels va s'orienter notre alimentation. Après, on peut rajouter le choix des matières grasses. C'est vrai Mhm. qu'aujourd'hui, on a intérêt à prendre des matières grasses végétales plus que des matières grasses animales, c'est-à-dire les huiles et la margarine. Mais bon, c'est très bon et on peut ne pas condamner les matières grasses d'origine animale, comme le beurre, essentiellement le beurre d'ailleurs, mais on met pédale douce là-dessus. Ok. Et est-ce que vous auriez les principales erreurs à éviter ou il n'y a pas spécialement d'erreurs en particulier? La première des erreurs, c'est de manger comme on a faim et comme on a envie de manger. Il faut manger comme on a faim et comme on a envie de manger. Parce qu'en fait, on a appris la nourriture grâce à la transmission alimentaire. C'est-à-dire que nous mangeons en fonction de critères qui nous ont été enseignés par le milieu dans lequel nous vivons et par notre famille. Et Mhm. donc, génétiquement, on est conçu pour consommer cette alimentation. Manger pour se faire plaisir parce qu'on oublie de dire que nous ne remangeons souvent que parce que c'est agréable de manger. Sinon, il y a plein de gens qui mangeraient de façon erratique. Ça veut dire, si tu n'as pas faim pendant 48 heures, ben, tu ne manges pas et puis voilà. En fait, on remange souvent parce qu'on aime manger, donc il ne faut pas abandonner ces deux critères. Et en même temps, il ne faut pas devenir un obsessionnel de la nourriture. C'est-à-dire, quand la nourriture devient obsessionnelle, on vit une torture et on vit des conflits psychologiques. On vit l'obsession d'être contraint et on vit la douleur d'être contraint. Donc, il ne faut pas devenir un obsédé de la nourriture. Donc, il faut manger comme on a faim et il faut manger comme on a plaisir. Manger comme on a faim, ça rejoint le thème du jeûne intermittent. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que, contrairement à ce qu'on a raconté, l'évolution de la nourriture dans l'histoire de l'homme, elle a été extrêmement variable. On a consommé de 1 à 4 repas par jour. Et on a fait fonctionner le principe des 3 repas par jour que depuis le début du XXe siècle. C'est-à-dire que c'est le siècle ouvrier qui a appris aux humains qu'il fallait manger le matin parce que les ouvriers, le matin, comme ils allaient travailler dur, ils prenaient du vin et du pain pour s'alimenter. Donc, on a installé le petit déjeuner. Puis après, l'américanisation de la nourriture, parce qu'on a été très fortement influencé par les États-Unis, a fait que les céréales du petit déjeuner sont arrivées. Et donc, les Français ont pris l'habitude de prendre les céréales du petit déjeuner. Mais comme il s'agit d'une affaire de marketing parce qu'il fallait vendre un nouveau produit qui était un produit transformé, eh ben, on a inventé ce slogan, le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée. Ça sonne bien, on dirait de la poésie, il y a plusieurs pieds dans la rime, mais c'est complètement inexact. Il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de prendre le petit déjeuner. Exemple, les populations du Sud et notamment du Maghreb sont des gens où on ne prenait pas le petit déjeuner, on prenait un café. Et puis voilà, ils ont toujours vécu comme ça. Il n'y avait pas de diminution de la performance intellectuelle. Il n'y a diminution de la performance intellectuelle que si on a l'habitude de prendre un petit déjeuner et Mhm. si on ne le prend pas et on se force à ne pas le prendre. Il y a diminution de la performance intellectuelle chez les enfants parce que le mot déjeuner, si tu regardes la composition du mot, c'est en fait finir le jeûne. Ça veut dire déjeuner, c'est arrêter Mhm. le jeûne. Donc chez les enfants, c'est important de les nourrir à intervalles réguliers parce qu'ils n'ont pas une capacité gastrique suffisamment importante comme celle d'un adulte. Donc il faut remplir l'estomac de façon fractionnée. Mais chez un adulte, il n'y a absolument aucune nécessité. Donc c'est la raison pour laquelle il faut manger selon le rythme qu'on s'impose soi-même et pas forcément selon le rythme social. C'est ce qui fait les compulsions alimentaires. Il y a des gens qui n'ont pas faim à midi, mais qui ont faim à 2 heures de l'après-midi. Et il faut Ouais. les laisser manger à 2 heures de l'après-midi. Pour les matières grasses, je te disais tout à l'heure, les matières grasses, les erreurs à éviter, c'est l'excès de consommation des matières grasses et la non-variété des matières grasses. Dans les erreurs à éviter aussi, c'est la diversification alimentaire. Alors, on peut vivre en ne mangeant que des petits pois tous les jours et des petits pois et du lait. Ça, c'est possible. Mais on ne sera pas en aussi bonne santé. C'était le thème du dernier livre, c'était de dire on ne guérit rien avec les aliments, c'est de la foutaise. Les gens qui ont raconté les aliments anti-cancer, etc., c'est de la foutaise. C'est juste un grand délire. En fait, on ne vit bien que quand on mange des groupes d'aliments qui sont intéressants. Et ces groupes d'aliments, ben, c'est des groupes d'aliments pour l'immunité. Des fois, ils se croisent d'ailleurs. Des groupes d'aliments pour le cœur, des groupes d'aliments pour protéger le microbiote, etc. Donc, la diversification alimentaire, c'est très important. Et en dehors des matières grasses, il y a assez peu d'erreurs. Même, on peut même revenir sur l'histoire de la viande rouge. Finalement, on peut se poser des questions sur quand on relit la bibliographie concernant le cancer colorectal et la viande rouge. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu mieux de ne pas manger trop de viande rouge.
mais ce n'est pas un critère déterminant pour la création du cancer colorectal. On a remarqué, on a fait une étude de corrélation. Les études de corrélation, ça vaut ce que ça vaut. Ce n'est pas la même chose que les études d'intervention. Une étude de corrélation, c'est qu'on regarde un groupe, et puis on regarde un autre groupe, puis on compare ce qui s'est passé dans les deux groupes. Ça, c'est une étude de corrélation. Les études d'intervention, c'est on prend un groupe, on prend un autre groupe, on intervient sur un des deux groupes. Ça veut dire, par exemple, je fais manger beaucoup plus de viande rouge à un groupe, et puis j'attends 10 ans pour voir s'il y a plus de cancer colorectal. Mais on ne fait pas ça. Ça veut dire, on ne fait pas ça parce que ce n'est pas éthique de faire ce genre de choses. C'est pour ça que les histoires de viande rouge, elles sont comme ci, comme ça. Ouais. Et combien de temps on devrait faire le jeûne intermittent? Donc, si je comprends bien, le jeûne intermittent, enfin, tout le monde pourrait le faire, mais ce serait Ouais. plus intéressant pour les personnes souhaitant perdre du poids. Et Oui, c'est combien? uniquement pour elles. Ouais, C'est uniquement pour elles. Et alors, il y a deux stratégies. C'est vrai qu'on pourrait le faire longtemps. Les musulmans font ça 40 jours quasiment. On pourrait le faire longtemps, mais je pense que ça n'a pas d'intérêt. Je pense que le plus grand intérêt, c'est quand les gens, dans les régimes, il y a toujours des plateaux de stagnation. C'est-à-dire, à un moment donné, ça s'arrête toujours parce que plus on perd de poids, moins on dépense d'énergie. Et il y a un moment où on rejoint l'équation consommation d'énergie, dépense d'énergie. mhm, Et c'est là où le jeûne intermittent est intéressant. C'est qu'à un moment donné, on peut faire une séquence de 48 heures de jeûne intermittent. Et alors, on peut redéclencher un amaigrissement parce qu'on a remobilisé les graisses. Donc, c'est ce que je fais moi dans les régimes. Quand il y a un palier, à ce moment-là, je déclenche un régime intermittent pendant 48, 72 heures et je vois ce que ça donne. Mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. donc, pas faire plus favoriser les périodes de 2 3 jours de jeûne plutôt que faire 1 ou 2 semaines de jeûne intermittent. Oui, non, c'est presque la même chose pour moi. Ok. Donc, il n'y a pas vraiment de grande différence. Et en termes de bénéfices ou même des avantages, que ce soit physiques ou physiologiques, quels ce serait? Il y a un avantage réel, c'est le bienfait digestif. Ça veut dire, quand tu mets l'intestin au repos, l'intestin travaille tout le temps, même quand on ne mange pas. Parce Ouais, que, par exemple, quelqu'un à qui tu arrêtes la nourriture, il finit quand même par avoir des selles. Parce que l'intestin, il desquame en permanence, il y a une production, il y a quand même une circulation dans l'intestin. Mais il y a quand même un bénéfice digestif. Ça veut dire que quand tu ne manges pas, il n'y a pas de phénomène de digestion aussi aigu que quand on mange. Il y a un travail digestif qui est moins fort. Donc, on a le sentiment d'avoir un ventre un peu plus plat, d'être plus alerte et tout ça. Mais c'est juste au niveau du sentiment. Ce n'est pas un bienfait réel physique. ok. Et est-ce qu'il y aurait des effets négatifs sur faire le jeûne intermittent ou pas? Non, non, franchement, il n'y en a aucun. Franchement, il n'y en a aucun. Et est-ce que vous voudriez rajouter une chose sur le jeûne intermittent ou pas, qu'on n'a pas encore évoqué? Non, il faut faire attention. Ça veut dire simplement, même un jus de citron, ça peut gâcher un jeûne intermittent. Donc, il faut vraiment se limiter à abstinence alimentaire complète. Seules les boissons sont autorisées à condition qu'il y ait 0 calories. Donc, c'est café, thé, eau, infusion, eau de cuisson des légumes. Voilà, pas plus. Ou éventuellement des légumes, des fruits infusés à l'intérieur, mais sans libération des sucres. Ouais, ok. Ben nickel. Ben, je pense qu'on OK? a bien fait le tour de ce petit C'est un sujet. plaisir avec toi. C'est un plaisir. C'est gentil.